le Culture Club, la nouvelle émission scientifique de Mescalinoman, c'est moi. Même si je m'appelle Mescaline, mais bref. Et c'est surtout la nouvelle émission culturelle de Twitch, Culture Club existant déjà sous un autre format, mais on en a marre des strikes de YouTube, donc on veut faire un truc un peu plus original, et aujourd'hui on sera dans le Culture Club. Alors aujourd'hui, dans le Culture Club, en première partie, c'est tout neuf, c'est une chronique sur la nouveauté, sur l'actualité scientifique, et on parlera on approfondira un peu ce qu'on sait sur la mission Hayabusa. En deuxième partie, nous parlerons de l'inconnu de la semaine, parce qu'il y a des scientifiques que vous devriez connaître, que vous ne connaissez pas, que moi je ne connais pas forcément non plus, mais dont on doit parler, et aujourd'hui on parlera de Mariam Mirzakhani. En troisième partie, parce que ça s'appelle pas Sciences Inutiles pour rien, on va évidemment voir le meilleur du pire, c'est ce que tout Sciences Inutiles a retenu pour vous pendant la préparation de cette chronique, donc ce sont vraiment des petits faits qui ne justifient pas d'avoir un article entier sur eux, mais je voulais évidemment en parler, donc ce sera un maximum d'infos en un minimum de temps. Ce sera la troisième partie, le meilleur du pire. Ensuite, ce sera à vous de parler, vous, sur le Twitch. Venez participer, venez partager vos anecdotes scientifiques, venez poser vos questions sur ce qu'on a dit plus tôt, sur ce que vous avez vu dans les médias. N'hésitez pas à partager, il faut juste participer et vous serez évidemment les bienvenus sur le Discord. Et pour accéder au Discord, n'hésitez pas à faire la commande lien au pluriel, LIENS, pour rejoindre le Discord et vous pourrez vous mettre dans le chat. On attend le live. Et enfin, parce que j'aime bien l'astro, on va finir sur l'astro-planning. Ce sera les quelques événements astronomiques à venir pour les 2 semaines, donc jusqu'à la prochaine chronique. C'est bon, je l'ai refait. On va pouvoir vraiment commencer avec la première partie. Rappelez-vous, c'était C'est tout neuf avec la mission Hayabusa. Alors si vous suivez les actualités scientifiques et surtout astro, peut-être avez-vous entendu parler d'Hayabusa 2, une mission plus qu'attendue par la communauté scientifique et la première à nous donner potentiellement les clés de la formation du système solaire. Partie en décembre 2014, on y est. Hayabusa 2 semblait être la mission qui offrirait à l'agence spatiale japonaise sa place parmi les plus grandes de ce monde. Le but de la sonde était de rejoindre l'astéroïde Ryugu afin d'y récupérer des poussières et de les ramener sur Terre pour analyse. Après un voyage de 4 ans, Hayabusa 2 largue son atterrisseur mascotte à la surface de l'astéroïde. Tout se passe parfaitement bien. Le robot touche le sol du géocroiseur et y récupère des échantillons avant de rejoindre la sonde. Encore 2 ans plus tard, en décembre 2020 donc, une petite capsule pleine de poussière est lâchée sur Terre pendant que la sonde Hayabusa 2 termine sa mission plus que réussie en brûlant dans l'atmosphère terrestre. Une équipe est alors dépêchée sur place pour récupérer la capsule et la ramener jusqu'au laboratoire de Sagamihara au Japon. Cette mission est clairement une des missions clés de la décennie, et allons même jusqu'à dire du siècle. Mais on ne s'appelle pas Hayabusa 2 sans qu'il n'y ait un premier volet avant. Hayabusa 1, pour la différencier, fut lancé en 2003 et revint sur Terre en 2010. La mission était la même que pour Hayabusa 2, ramener des échantillons d'un autre astéroïde, Itokawa. Pourtant, la célébrité n'était pas autant au rendez-vous pour cette première mission. Même si les échantillons sont arrivés en parfait état et sans contamination terrestre, la mission a subi quelques problèmes techniques lors de sa récolte sur l'astéroïde, décalant celui-ci de 3 ans et allongeant par la même occasion les billets sur la table. Hayabusa 2 a cet avantage d'avoir été réalisé sans accroc du début à la fin de la mission. Hayabusa première du nom n'est alors relayée qu'à l'état de cobaye, malgré qu'elle ait permis à la JAXA et au Japon d'être les premiers à se poser sur un astéroïde et à en ramener un échantillon. Alors la vraie question, ça reste pourtant celle-ci. Pourquoi les missions de collecte d'échantillons sur astéroïdes sont-elles si en vogue ? De manière générale, les gens se demandent pourquoi on s'intéresse à la recherche en astrophysique, car les retombées sur la population ne sont pas directes, et les gens ont du mal à comprendre l'intérêt de donner de l'argent quand les résultats ne les touchent pas directement. Alors aller voir des astéroïdes à quelques millions de kilomètres, vous imaginez bien que ça fait se questionner quelques sceptiques. Cependant, sachez que les astéroïdes sont des objets extrêmement intéressants. Déjà, on ne dépenserait pas des milliards de dollars s'ils ne l'étaient pas. Mais surtout, ils ont ça de particulier qu'ils sont les vestiges de la formation du système solaire.
Alors que le Soleil, les planètes, les lunes ont toutes plus ou moins vécu des modifications au fur et à mesure de l'évolution du système solaire, les astéroïdes, eux, ne sont que des amas de poussière qui étaient déjà présents dans le... j'ai fait une erreur dans mon texte. Alors, les astéroïdes ne sont que des amas de poussière qui étaient déjà présents dans la nébuleuse qui a vu se former notre système solaire. Récolter de telles poussières et les ramener en laboratoire est vraiment une aubaine pour tout le corps astronomique. Les étudier est à l'heure actuelle notre seul moyen de comprendre et de savoir ce qu'était l'environnement du système solaire avant que celui-ci ne naisse. Était-elle spéciale? Différente des autres nébuleuses de notre galaxie? Ou était-elle similaire? Si c'est le cas, alors pourquoi notre système stellaire semble différent des autres? L'évolution de la vie est-elle liée à la composition de la nébuleuse qui nous précédait? Donc si c'est le cas, et que la nébuleuse avant nous est similaire aux autres, la vie est-elle commune dans l'univers? Serons-nous capables de trouver de la vie ailleurs que sur Terre? Les possibilités de découverte, de réponse et de questionnement sont énormes. Voilà pourquoi Hayabusa 2 est une mission si marquante et pourquoi on continue de dépenser des milliards de dollars pour envoyer des sondes récupérer des poussières sur des corps minuscules qui semblent pourtant si loin et si différents de nous. C'était la mission Hayabusa 2. C'est vraiment... on en a énormément parlé dans les journaux. Alors c'était plutôt en décembre, vu qu'elle est revenue en décembre. Le temps qu'il confirme la non-contamination des échantillons, etc. Ça a été une énorme mission, c'était une énorme nouvelle. Et c'était vraiment un truc phénoménal. Si vous avez des questions, posez-les en live, je le rappelle. N'hésitez pas à participer. Ce sera, je pense, un peu plus court que prévu. Mais c'est pas grave, on participera un peu plus. Je meublerai un peu plus. C'est la première, je suis désolée. Je pensais que ce serait plus long que ça. Je parle vite. Je devrais apprendre à parler beaucoup plus lentement. Alors, il faut savoir que les astéroïdes, donc je le disais, ce sont vraiment des vestiges de notre système solaire. Et c'est juste un amas de poussière. Alors, il faut vous dire que si vous jetez de la poussière sur le sol, ça fera un tas. Sauf que quand vous avez une faible gravité dans l'espace, la seule gravité qu'il y aura sera celle de l'astéroïde. Donc, ça va plus ou moins l'arrondir. Et comme vous avez pu voir, par exemple, pour Ryugu, n'est pas du tout sphérique. Si vous le regardez d'un certain côté, on dirait un carré. Donc, c'est pas du tout sphérique. Pourtant, c'est juste de la poussière et c'est de la poussière qui n'a pas été modifiée. Les planètes, elles ont subi la différenciation. Donc, c'est-à-dire que les éléments se sont séparés pour faire un noyau de fer, une croûte pierreuse, donc vraiment comme la Terre, par exemple. Il y a certaines planètes, les géantes gazeuses, qui ont même réussi à accumuler du gaz autour d'elles. Donc tout ça, ça fait de la différenciation. Cette poussière-là, elle a vraiment aucune différenciation. C'est la même que quand la nébuleuse a réussi à créer le système solaire. Donc en fait, elle s'est effondrée sur elle-même, entre guillemets, c'était hyper lent quand même. Mais elle a fini par créer une étoile et tout le système qui l'entoure. Et ces poussières-là, en fait, c'est juste des morceaux qui n'ont pas été intégrés par les planètes. Et ça n'a pas bougé globalement depuis la formation de la nébuleuse. Et c'est vraiment super intéressant. Parce qu'autant, si vous voulez étudier l'évolution des planètes, etc., on a les autres systèmes. On voit comment une planète se fait, etc. Les lois de la physique sont universelles. Donc si ça marche comme ça pour les autres, si ça ressemble à ce qu'on fait, à ce qu'est le Soleil et à son système, bon, globalement, on se dit que les planètes, elles ne doivent pas se former différemment. Mais on ne sait pas ce qu'il y a avant. On ne sait pas vraiment. Parce que ça, on ne peut pas savoir si, quand on regarde une nébuleuse en train de former un système stellaire, il sera comme le Soleil. Il faudrait attendre des milliers d'années pour le savoir, voire des millions. Donc là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on va pouvoir savoir ce qu'il y avait avant nous. Et ça va nous permettre justement, donc ce que je disais, de savoir si notre système solaire, il est vraiment spécial. Parce qu'on se dit, oui, mais il est original. Il y a 4 planètes telluriques assez proches du Soleil. Il y a 4 gazeuses derrière. C'est pas commun, quoi. On n'a pas encore trouvé ça dans un autre système stellaire ailleurs dans la galaxie. Donc on se dit, c'est qu'il y a quelque chose de spécial chez nous quand même. En plus, la vie, on la connaît que chez nous. Elle s'est développée sur la Terre. C'est que vraiment, il doit y avoir quelque chose de spécial. Mais ça nous permettrait de savoir vraiment si c'est ce qu'il y a de spécial, ça vient d'avant le système stellaire, donc si c'était vraiment dès la nébuleuse, ou si au contraire c'est suite à la formation, et là la nébuleuse n'a rien à voir. Donc ça nous permettrait pas, par exemple, de dire « Ah, la nébuleuse
qu'on voit à je sais pas combien de milliards de kilomètres, ça se trouve, celle-là, elle est composée comme la nôtre, et de dire, ah, comme elle était composée comme la nôtre, on sait qu'il y a des grandes chances qu'il y ait la vie. Donc, ce sera à surveiller. Donc, on peut regarder les systèmes stellaires qui sont déjà formés dans cette nébuleuse-là. Mais si on voit que ça n'a pas de lien, alors là, on se dira, bah non, c'est pas la nébuleuse. Genre, la nébuleuse, elle a un peu rien à voir là-dedans. Et du coup, ce sera juste une coïncidence et on avisera à ce moment-là. Mais du coup, ça a des énormes retombées et c'est super intéressant pour nous d'avoir des données comme ça. Donc, je sais pas si c'est clair pour vous. Vraiment, n'hésitez pas à participer, je vais le dire toutes les 2 minutes. Mais le but, c'est pas que ce soit juste une émission à sens unique, hein. C'est que ce soit une émission et vous participez. Je veux pas que vous voyez ça comme une émission où vous regardez et vous dites rien. Voilà. Mais n'hésitez pas vraiment à participer. Voilà pour Hayabusa 2, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie. Vous pourrez toujours poser vos questions après. On va venir à l'inconnu de la semaine. Alors j'ai eu l'idée de cette chronique lors d'une réunion pour mon mémoire de master. C'est ce que je vous disais, quand on est dans le milieu scientifique, il y a des choses qui nous paraissent évidentes à savoir. Par exemple, moi en astro, il y a des systèmes, des télescopes qu'on connaît et que quand on en parle à d'autres gens, on fait mais tu connais pas? Mais parce que nous c'est évident, mais les gens c'est pas leur domaine, donc ils connaissent pas. Et en fait, je veux justement dans cette chronique-ci pointer ces choses qui sont importantes de savoir, qui sont incroyables, qui sont tout ce que vous voulez en fait, mais que je trouve qu'il est important de mettre en avant. Et cette semaine, pour commencer, j'ai cherché des idées. Évidemment, je me suis dit, on va baptiser l'émission, on va baptiser la chronique. Il faut vraiment que ce soit quelque chose d'impressionnant, quelque chose de vraiment intéressant. Et en fait, dans toutes les idées, il y en a une qui m'a sauté au visage. Et c'est pas une idée qui m'a sauté au visage, c'est une femme. Alors, elle m'a pas littéralement sauté au visage. Mais voilà, c'était évident qu'il fallait que je parle de Mariam Mirzakhani pour la première de cette émission. Alors, n'oubliez ni ce nom, ni ce visage, parce que vous n'imaginez pas l'importance de cette personne en mathématiques. Elle a fait avancer tellement de domaines et pas seulement la science. Je sais que je pourrais parler des heures de cette femme, mais en fait, même en parlant des jours, on n'arriverait pas à lui rendre suffisamment hommage. Mais je vais essayer de vous montrer à quel point c'était quelqu'un d'important, à quel point c'était une grande femme et une grande scientifique, et à quel point elle a fait avancer à peu près tout ce qu'elle a touché, et même plus encore. Et voilà, donc je vais vous présenter en quelques minutes la vie de Mariam Mirzakhani. Mariam Mirzakhani, donc, était une mathématicienne iranienne. Née en 1977 à Téhéran, elle se passionne très jeune pour les mathématiques. Et très vite, on comprend qu'on a affaire à une pointure. Par chance, elle bénéficie des meilleurs systèmes scolaires iraniens réservés aux enfants surdoués et brille par sa collection de prix obtenus lors d'Olympiades mathématiques. Coucou le kangourou des mathématiques. À l'université, elle continue de briller par ses facultés, mais décide de poursuivre en allant faire son doctorat à Harvard. Quelle pointure n'est pas passée par Harvard? Évidemment, ses résultats sont exceptionnels. Et par exceptionnels, on n'entend pas genre ils sont vraiment impressionnants. Non, ils sont vraiment, vraiment exceptionnels. Pas de demi-mesure possible pour celle qui a résolu 2 célèbres problèmes des mathématiques pendant ses 5 ans de doctorat. Un journal américain ira même jusqu'à écrire « La plupart des mathématiciens ne produiront jamais quelque chose d'aussi bon ». Et elle l'a fait dès sa thèse. Sa spécialité, la géométrie et le calcul de volume via des formes hyperboliques comme la selle de cheval. Alors, petite parenthèse, je suis nulle en maths, ok? Pour moi, c'est un des pires domaines de la science, pourtant je suis scientifique, mais en fait, je trouve que c'est vraiment très fermé et c'est extrêmement théorique. Donc j'ai du mal à visualiser, donc j'ai du mal à comprendre. Donc je vous en parle quand même, mais je ne peux pas vous expliquer précisément ce qu'elle a fait. Je vais essayer de vulgariser un peu. Vous pouvez me poser des questions, mais vous n'aurez pas la réponse tout de suite, parce que je n'ai pas la réponse. J'ai cherché, j'ai essayé de comprendre, je ne comprenais pas, je ne veux pas dire de bêtises. Donc ne me frappez pas mathématicien, pitié, j'essaie de vulgariser, mais si jamais vous avez une question, posez-la. J'irai la poser à des potes mathématiciens. C'est juste que je n'ai pas pu préparer la chronique avec eux. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, j'irai leur demander. Alors, du coup, en gros, de ce que j'ai compris,
La thèse de Mariam Mirzakhani consistait à compter le nombre de géodésiques fermées simples de longueur inférieure à une certaine constante sur une surface de Riemann donnée. Ouais, alors ça, c'est le titre un peu officiel, mais ça veut dire qu'elle cherchait une méthode mathématique qui donnait le nombre de lignes droites sur une surface équivalente à un plan qu'on aurait tordu. Par exemple, la selle de cheval que vous avez sous les yeux, c'est un plan, c'est juste qu'on l'a un peu tordu dans tous les sens. Et donc, nous, on cherche à trouver les lignes droites sur cette surface. Donc, en fait, toutes les lignes, par exemple, qui sont tracées là sur la selle de cheval, ce sont des géodésiques. Donc, si on mettait la forme à plat, là, on verrait bien que ce sont des vraies lignes droites. C'est des lignes droites par rapport à la courbure du plomb. Je ne sais pas si c'est super clair, vraiment, me tapez pas si je l'explique pas bien. Mais je ne voyais pas mieux pour vulgariser que dire c'est un plan qu'on a tordu. Donc voilà, c'est ce que j'ai compris des définitions. C'est ce que je vous explique maintenant. Donc évidemment, elle a trouvé cette méthode, mais en plus de ça, elle a montré que ces lignes avaient un comportement mathématique plus simple que ce qu'on pouvait penser en utilisant des formules venant d'autres domaines des mathématiques. Donc là, son travail, c'était la géométrie, donc le travail des formes, des volumes, travail dans l'espace. Mais elle a utilisé des formules d'algèbre, donc c'est vraiment du calcul linéaire, juste des chiffres, avec des inconnus, etc. Elle a utilisé des formules qui viennent de ce domaine-là, par exemple, pour les appliquer à la géométrie, ce qui est difficilement fait en mathématiques, et ce que les autres mathématiciens jusque-là n'avaient pas pensé à faire. Donc là, on est à la fin au début des années 2000, et les mathématiciens n'avaient pas pensé à mettre des formules d'algèbre sur de la géométrie. Ça peut paraître extrêmement bête, mais il suffit d'y penser. C'est tout simple, mais voilà. C'est comme quoi, il ne faut pas grand-chose pour changer les sciences. Il faut juste penser à une méthode que les autres n'ont pas encore fait. Donc voilà pour la thèse. Comme je disais, je n'irai pas plus loin. Mais grâce à ça, elle s'est fait un nom dans la science. Et grâce à la suite de ses recherches, donc son doctorat et tout ce qu'elle a fait derrière, qui était dans le même clou, elle a même obtenu la médaille Fields en 2014, qui est l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. Et là, on arrive vraiment sur le truc incroyable, c'est que c'est vraiment très très important pour la communauté scientifique, cette date-là, puisque c'est la première fois qu'une femme et qu'une personne venant d'Iran recevait ce prix depuis sa création en 1936. Et c'est du coup un événement aussi pour l'Iran, puisque c'est la première fois que les médias iraniens publient une photo d'une femme iranienne non voilée. Donc en plus d'être une mathématicienne de génie et une figure des sciences, c'est aussi une figure de la liberté de la femme musulmane en Iran. Malheureusement, elle décédera en 2017 suite à un cancer du sein. Et la veille de sa mort, elle publiera sur les réseaux sociaux cette phrase « Plus je fais des mathématiques », les médias iraniens. Donc c'est vraiment, faut vous dire vraiment à quel point c'était très important que les médias iraniens publient la photo d'une femme sans voile. C'est extrêmement important dans un pays aussi, alors pour nous, on va dire fermé d'esprit, mais autant ancré dans la religion et dans la culture, de publier une photo d'une femme non voilée. Alors vous voyez qu'il y a certains journaux qui passent sur le côté en montrant carrément pas ses cheveux, juste son visage. Comme ça, ils prennent pas de risques, mais il y a des journaux qui ont publié sans voile et c'est incroyable pour l'époque. Et évidemment, donc, plus je fais de mathématiques, plus je suis heureuse. Son but dans la vie, elle l'a toujours dit, c'était d'inspirer les jeunes filles à faire des mathématiques. Tout ce qu'elle se disait, c'est que elle était heureuse de faire des mathématiques. Pour elle, c'est comme si elle peignait le tableau quand elle mettait des formules au tableau. Et elle espérait juste être un modèle pour les jeunes femmes qui n'osent pas faire des mathématiques, puisque c'est un milieu très masculin, les mathématiques. Et c'est une femme incroyablement incroyable. Quand elle est morte, tout le monde lui a rendu hommage, notamment Cédric Villani pour la France. Et tout le monde en parle comme une femme qui avait vraiment fait avancer les mathématiques et surtout la mentalité dans la science et dans les mathématiques. Et du coup, peut-être que vous vous dites que ces travaux n'ont eu de retombées qu'en mathématiques, mais en fait non, puisque beaucoup d'autres domaines scientifiques dépendent des mathématiques, même non scientifiques d'ailleurs, parce que par exemple l'économie et la sociologie dépendent en grande partie des mathématiques. Mais par exemple, la physique, ça dépend évidemment des mathématiques.
Et bon, bizarrement, puisque je fais de l'astro, je vais vous parler de l'astro. Et en fait, ce qu'elle a fait, tout son travail sur les géodésiques, sur les plans tordus, donc les surfaces de Riemann, eh bien en fait, c'est notamment des recherches qui ont permis de faire avancer celles sur le Big Bang et l'expansion de l'univers. Puisque quand vous voyez des représentations de l'univers, on voit bien le plan fermé, tordu. Donc voilà, elle a vraiment fait avancer énormément de choses. C'était un modèle pour les sciences. Et c'était une femme incroyable. Vraiment, donc n'oubliez pas ce visage, n'oubliez pas le nom de Mariam Mirzakhani. Je suis obligée de relire à chaque fois que je le dis parce que je suis pas dégourdie et que j'arrive pas à le dire sinon. Mais voilà, c'est une femme incroyable et on veut plus de figures comme ça pour avancer la science. Plus de figures comme ça pour faire avancer les mentalités en science sur le droit des femmes à faire des découvertes, puisque beaucoup de découvertes qui étaient en fait féminines ont été attribuées à des hommes. Et voilà, il faut plus parler des gens comme ça qui ont marqué l'histoire. Que d'émotions. Que d'émotions, dis donc, avec Mariam. Je propose évidemment que l'on passe à la 3e partie, qui sera beaucoup plus light, puisque c'est le meilleur du pire, tout ce que Sciences Inutiles a retenu pour vous. Attention, top, c'est parti. Oula, bah du coup, elle me fait n'importe quoi. On n'était pas sûr jusqu'à présent, mais on sait maintenant que l'affinité pour choisir son partenaire sexuel n'est pas propre à l'espèce humaine. Alors que les panthères nébuleuses étaient en voie d'extinction, des soigneurs ont découvert que 2 individus mis ensemble dès leur premier jour ont de très grandes chances d'engendrer une descendance. Sinon, le mâle tue la femelle. Sympa, mec. Vous connaissez ce signe? C'est le tiret avec les 2 points, un point au-dessus et un point en dessous. Je vous montre. C'est tiret, point, point. Ok. C'est un signe de division à la base, mais comme tout signe qui existe, il a un petit nom. L'obèle est donc l'ancien signe de division. Ancien parce qu'il est incorrect de l'utiliser maintenant. Et pour info, c'est ce signe qui a donné son nom à un célèbre Gaulois un peu gros et roux. Même s'il dit qu'il n'est pas gros, mais enrobé. Si vous vous étirez le matin au réveil, alors vous pendiculez. Si vous piquez du nez parce que vous êtes fatigué, dans ce cas, vous dodelinez. C'est pas le signe de la division entière. Non, il est faux de l'utiliser maintenant, l'obèle. L'obèle n'est plus... Alors, selon les normes mathématiques en vigueur actuellement, il est interdit d'utiliser ce signe ou alors la division sera comptée comme incorrecte. Ce n'est pas une formule possible en mathématiques. Alors évidemment, on l'apprend en primaire ou au début du secondaire pour les autres, enfin en début du... Non, en primaire. Pour simplifier les choses, mais non, c'est un signe qui est juste incorrect et on ne peut pas l'utiliser en mathématiques si vous voulez respecter les normes. Contrairement à la croyance populaire, les filles aussi peuvent souffrir du daltonisme rouge-vert. Sachant que le gène défectueux est sur le chromosome X, il faut que les gènes des 2 chromosomes sexuels soient mutés chez une demoiselle, alors que chez un homme, une seule mutation suffit. On compte ainsi un homme sur 12 daltonien rouge-vert contre une femme sur 200. Alors les chiffres évidemment sont à vérifier. C'est les chiffres les plus corrects et les plus redondants que j'ai pu retrouver. Mais personnellement, je n'ai pas connu une seule personne daltonienne. Donc à voir si vous connaissez tous les gens que je suis censée connaître. Même s'il vous paraît plus simple de comprendre un chien au premier regard, des études scientifiques ont montré que les chats sont les animaux les plus expressifs. Leurs micromuscles faciaux sont beaucoup plus actifs que chez les singes, 2e du classement, les chevaux 3e, ou les chiens qui arrivent seulement en 4e position. Dans la catégorie des cris d'animaux étranges, alors que le renard glapit et la souris chicote, la baleine, quant à elle, chante, tout simplement. Et pour ceux qui découvrent Sciences Inutiles, voici 2 petites infos déjà parues, mais que j'aime bien ressortir de temps en temps, parce qu'elles sont toujours sympas à connaître. On connaît évidemment la NASA pour toutes les avancées qu'elle a faites dans la conquête spatiale, mais elle aime aussi prendre soin de ses astronautes en innovant un maximum pour leur confort. Et lors de recherches en laboratoire, ils se sont rendus compte qu'il existe un angle très précis entre les jambes et la colonne vertébrale qui soulage un maximum cette dernière.
127 degrés. Inutile de s'avachir donc, pour soulager votre dos, rien de mieux qu'un siège de gamer qui en général peut s'allonger jusqu'à 130 degrés. Le mot calcul vient du latin calculus qui signifiait caillou. Parce que oui, avant d'avoir nos calculatrices, rien ne valait des cailloux pour faire une opération simple. Petite note de fin de chronique, tous ces petits faits scientifiques, donc tous ceux que je viens de vous dire, de vous expliquer les 8 petits faits scientifiques dont je viens de parler, ils seront tous dispo à la fin de l'émission avec la commande !quote, donc Q-U-O-T-E, que vous pouvez taper dans le chat Twitch et qui vous donne un fait inutile au hasard. Donc là, évidemment, je vous en parle, donc je ne les ai pas mis avant parce que je me suis dit, si jamais il y a des gens, ils vont tester la commande pendant que je parle. Et du coup, ça va pas être fun s'ils ressortent la même chose que ce que je viens de dire. Mais juste après, vous voilà, on pourra voir ça dans les quotes. Donc là, par exemple, Fate62, merci, qui nous fait un point d'exclamation quote comme démonstration. Le piranha aboie, oui, comme un chien. Bon, on parlait des cris d'animaux, voilà, ça tombe bien. Donc si j'avais marqué que la baleine chante et la souris chicote, bon, ça je viens de vous le dire, c'est pas super intéressant de l'avoir dans le chat en plus. Mais voilà, donc là, ce sont tous des petits faits intéressants. Et ils seront disponibles tout le temps. Il faudra juste avoir la chance de tomber dessus parce que ça commence à faire beaucoup. Alors, on va passer à la 4e partie. Je ne sais pas s'il y a des gens que ça intéresse de venir parler avec moi sur le Discord. Si vous voulez venir, vous pouvez parler avec moi, vous pouvez raconter vos anecdotes, vous êtes évidemment les bienvenus. Je vous mets le point d'exclamation lien au pluriel pour que vous ayez le lien du Discord. Donc vous pouvez venir sur le Discord. Vous rejoignez le channel vocal, on attend le live. Donc là, je vais juste combler 5-10 minutes, hein, pas plus, en attendant. Mais voilà, vous pouvez venir évidemment sur le channel, venir parler, partager des faits intéressants que vous auriez vus. Des questions que vous auriez sur des news apparues dans les médias en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, à participer, à poser vos questions. Vous êtes les bienvenus. Donc rejoignez le channel vocal. On attend le live. Je vous passerai dans le live pour que vous puissiez discuter avec moi. Mais je pense que, évidemment, c'est la première. Les gens sont un peu... vous êtes un peu timide, je vous connais. Mais voilà. Mais par exemple, puisqu'on parle de médias, je vais en profiter. Vraiment, n'hésitez pas à vous questionner sur ce qui apparaît dans les médias. On a de gros problèmes en science, c'est que les journalistes sont très 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 vulgarisateurs, mais tellement qu'ils ont même du mal à comprendre ce qu'ils racontent. Et c'est triste de voir que vous avez une news qui est super importante, et en fait, vous vous dites, mais il a rien compris, ou c'est pas ça, ou ce que vous êtes dans la science, et vous savez ce qu'il cherche à raconter. Et c'est un peu trop triste. Qu'est-ce que j'avais vu aussi, enfin, c'était des titres putaclic de fou. Genre, ah oui, ah oui, alors ça, c'était incroyable. C'était un titre qu'on avait trouvé des antiparticules qui prouvaient l'existence d'un univers parallèle. C'est faux. C'est faux, le titre disait ça. Et en fait, quand vous lisiez l'article, alors l'article était bien transcrit, hein, mais le titre, c'est n'importe quoi. Et en gros, le scientifique expliquait que normalement, quand vous avez une antiparticule qui vient du sol, alors déjà, normalement, elle vient de l'espace, mais ça se peut qu'elle vienne du sol, mais dans ce cas-là, c'est une antiparticule qui ne réagit pas avec la Terre. Donc elle est censée arriver, qu'elle vienne d'en bas, d'en haut, de gauche, de droite, elle est censée arriver pareil. Sauf que là, c'est bizarre, c'était une antiparticule qui venait du sol, mais qui en plus, c'était pas comme celle qu'on est censé trouver. Donc le scientifique, il était un peu là, on sait pas pourquoi, on a vu que c'était pas nos détecteurs, on sait pas trop, et en fait, ils en arrivaient un peu en rigolant, à dire que c'était la trace d'un univers parallèle. Mais tout de suite, les gens se sont dit, oui, c'est ça, ouais, incroyable. Il y a un univers parallèle, la preuve scientifique, etc. Donc, tu rigoles un peu jaune quand tu vois un truc pareil, tu fais bah non, en fait, pas du tout. Arrêtez avec ça, en fait, c'est pas vrai, on n'a pas trouvé d'univers parallèle. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions sur ce que vous voyez, notez-le, posez-moi la question, parce que c'est juste pas possible des fois, les médias, je vous jure, on a envie de se mettre une baffe, on a envie de leur mettre des baffes, d'arriver de brûler les locaux, parce que c'est juste pas possible, quoi. C'est terrifiant de voir qu'on n'a pas
On n'a pas de médias corrects qui parlent des sciences. C'est triste à mourir. Mais voilà, malheureusement, c'est comme ça, quoi. Bon, vous êtes trop timide pour parler, ou alors vous n'avez pas d'anecdotes, pas de questions. Oh, c'est parce que mon émission, elle est trop bien expliquée. On va dire que c'est ça. Mais vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler. Et voilà, bah, du coup, je pense qu'on va pouvoir terminer cette chronique. Émission beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Mais bon, au final, c'est pas plus mal. Hein. J'essaierai de la rallonger, je trouverai des trucs. Bah après, je me dis, 5 chroniques, c'est déjà pas mal. Parce que imaginez qu'il y a des gens qui parlent et qui ont plein de choses à dire. Mais tout de suite, l'émission, elle fait 3 heures. Imaginez, je note plein de trucs scientifiques, plein de trucs inutiles pour vous. Mais il y en a pour 5 heures. Donc je me suis dit, bon, 5 chroniques, c'est pas mal, surtout que je suis toute seule. Alors in fine, il y aura peut-être des gens pour me rejoindre, mais pour l'instant, on est juste là, toute seule. Je suis toute seule, je vous parle, je vous regarde, je fais coucou dans le chat. Mais voilà, merci en tout cas d'être là, même si vous êtes trop timide pour participer. C'est déjà adorable de suivre l'émission et évidemment, vous pourrez retrouver le replay sur YouTube parce que y a pas de raison. Maintenant que je peux plus être strike par TED Talks, puisqu'on fait plus de TED Talks, évidemment, ça va retourner sur la chaîne YouTube. Bon, on va passer à la dernière partie. L'astroplanning, les événements astronomiques à venir pour les 2 prochaines semaines, puisque le prochain, je vais y arriver. Le prochain Culture Club sera le dimanche 24 janvier, puisque ce sera toutes les 2 semaines. Je n'ai pas le temps d'en faire un toutes les semaines. J'aimerais bien, mais je n'ai pas le temps. Je suis toute seule, hein, j'ai fait mes études, donc j'ai pas trop le temps. Mais vous avez toujours les articles tous les vendredis midi, et du coup, vous aurez un dimanche sur 2 le Culture Club. Donc, jusqu'au prochain Culture Club, voici tous les événements astronomiques que vous pouvez observer dans le ciel européen. Mercredi 13 janvier, vous pourrez enfin, pas vraiment, observer la nouvelle lune. Nota bene pour vous, les changements, donc nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier, c'est tous les 7 jours approximativement. Donc tous les 7 jours et quelques. Donc là, ce sera le 13 janvier la nouvelle lune, je ne l'ai pas marqué, mais le 20 janvier, vous aurez le premier quartier. Jeudi 14 janvier, vous pourrez observer au coucher du soleil Mercure entre un fin de croissant de lune et Jupiter. Alors, vous pouvez l'observer, c'est-à-dire que vous voyez un point, parce que Jupiter est très lumineuse, donc vous ne pouvez pas la louper. Mais Mercure ne l'est pas, donc vous verrez un point. Mais évidemment, si vous voulez vraiment observer Jupiter, ses lunes et Mercure d'un autre côté, eh bien, il faudra vous munir d'un télescope ou au moins de jumelles pour Jupiter et la Lune. Mais télescope obligatoire pour Mercure. Mardi 19 janvier, vous pourrez trouver Uranus grâce à notre voisine rouge Mars. En début de soirée, côté sud, vous verrez dans le Bélier, donc dans la constellation du Bélier, un célèbre point orangé avec un petit point bleu-vert à son sud-est, séparation de 1,5 degré. Mardi 20 janvier, début d'une belle conjonction entre Mars et la Lune. Observez-les pour 2 soirs de suite avec une planète rouge très brillante puisqu'elle sera en conjonction, donc elle sera de l'autre côté du Soleil par rapport à nous. Et d'ailleurs, ce sera le premier quartier, j'en parlais tout à l'heure. Voilà pour l'astroplanning des 2 prochaines semaines. Il n'y a pas grand-chose, hein. On a passé le plus gros. Donc pour fin janvier, c'est un peu triste. Il y aura peut-être des choses toute fin janvier, mais je suis même pas sûre qu'il y ait grand-chose de mémoire. Mais voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce Culture Club. Je vais arrêter là la chronique. Je vais peut-être rester encore un peu pour discuter avec vous. Je vais voir si je fais encore un live ce soir, si je continue avec, par exemple, un GeoGuessr ou quelque chose comme ça. Ça dépend si vous êtes déter à faire un GeoGuessr ou quoi. Mais en tout cas, pour cet épisode du Culture Club, je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Vous pourrez revenir du coup dimanche 24 janvier sur la chaîne Twitch Mescalinoman pour voir le prochain épisode. Merci encore d'avoir suivi. Restez là Twitch, je dis juste au revoir à YouTube. Restez curieux.